Alors, je vais appeler maintenant pour ces derniers moments. Alors, qui c'est que j'ai à l'écran? Juliette Weinstein, Benjamin Co, Pierre-Yves Le Guen et Vincent Biot. Je vous invite à nous rejoindre. On va se prêter au même exercice. Alors, on va quitter le monde des clients ou des pratiquants, de leurs attentes, de leurs demandes, etc. Alors là, on va s'intéresser à des choses. Alors là, on va être dans le pratico-pratique et dans le concréto-concret. Monsieur Le Guen, bonjour. Avec trois thématiques qui vont être évoquées. Alors d'abord, Juliette et Benjamin, vous allez nous faire un deux voix, je pense, où on a enchaîné sur la problématique, entre guillemets, thématique, moi je dirais hyper intéressante du bivouac. Qui dit itinérance dit très souvent bivouac, et beaucoup d'implications potentielles derrière ce mot-là. Ensuite, on verra avec Pierre-Yves Le Guen de la malle postale des services dédiés aux itinérants, très concrètement. Et puis, nous finirons avec Vincent Biot sur l'élaboration de court séjour et la multi-activité. Est-ce qu'on est d'accord, messieurs, dames? Alors, on est d'accord. Je vous passe là. Vous avez devant vous. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, pour vous faire une présentation sur les aires d'éco-bivouac du Massif Central, donc, je suis chargé de projet à l'IPAMAC, qui est donc l'Interpark Massif Central, dont vous avez la carte sur la droite, qui s'étend sur les 12 parcs naturels régionaux et le parc national des Cévennes du Massif Central. Enfin, les 11 parcs naturels régionaux plus le parc national des Cévennes. Et donc, nous avons... ça c'est pas ressorti comme ça aurait dû. Désolé, c'est pas très joli. Mais les informations sont là. J'espère que ça va pas être trop gênant sur les diapositives suivantes. Donc, ce projet, il est parti d'abord d'une enquête qui a été faite par le bureau d'études KIPIC en 2016, qui a mis en évidence les attentes des itinérants dans un premier temps. Donc, ça va reprendre des choses qui ont déjà été dites et, ce matin en début d'après-midi. Donc, sur ces itinérants qui vont être en quête de sens, recherchant de la fluidité, un accès à l'information, à l'organisation, également l'accessibilité en transport en commun, ne plus tout faire en voiture pour venir sur les sites et les itinérances. Le plaisir, le partage et également potentiellement des services à la carte, un confort qui va être supérieur à ce qui a pu être attendu par le passé. Et donc voilà, ça c'est les attentes. Et quelles sont les clientèles qui étaient à l'époque dites de demain? L'enquête était faite en 2016, mais on voit que ça correspond à ce qui a été dit aujourd'hui, donc le travail a été bien fait. En l'occurrence, voilà, on va être sur des clientèles inexpérimentées qui ont besoin d'assistance, potentiellement de sécurité, d'un balisage de qualité. Donc ces profils de type urbain qui n'ont pas les codes, pas l'expérience de l'itinérance et qui vont avoir un besoin d'accompagnement, qui vont être potentiellement très connectés avec un accès aux réseaux sociaux, l'utilisation de GPS, de montres connectées, et qui vont être également en quête d'une expérience à partager, d'une aventure à vivre, que ce soit par du sportif, de l'extrême ou juste un moment à passer en famille qui les change de l'ordinaire. Et donc, il a été proposé d'expérimenter un nouveau mode d'hébergement, proposant une expérience à vivre, le bivouac, ou en tout cas l'installation d'aires de bivouac. Les objectifs qui sont liés à cette mission, c'était tout d'abord de cadrer l'usage d'une pratique qui est en développement, qui aura lieu quoi qu'il arrive. On sait que le bivouac, il est pratiqué. Donc autant apporter un cadre autour de cette pratique-là. Et également, comme ça a été maintes fois répété également aujourd'hui, pallier un manque d'hébergement en itinérance. Donc l'idée, c'est pas évidemment d'être en compétition avec les hébergements existants, c'est le fait que la nuitée, aujourd'hui, elle est difficile à avoir dans les hébergements existants, et il y a tout simplement des itinérances sur lesquelles il n'y a pas d'hébergement. Donc si on veut offrir la possibilité aux usagers de faire de l'itinérance, il faut avoir des infrastructures. Et la grande question qui s'est donc posée, c'est une aire de bivouac. Le bivouac, déjà, qu'est-ce que c'est? Et une aire de bivouac, qu'est-ce que c'est? Donc, on s'est appuyé sur une étude juridique qui a été faite par le cabinet Bennec, cabinet d'avocats Bennec en 2021, qui nous a permis de poser des définitions sur ces notions-là. Donc, bon, je ne vais pas aller dans le détail à ce niveau-là, mais disons que voilà, le bivouac, c'est temporaire, c'est en plein air, c'est pour passer une nuit du coucher du soleil au lever du soleil. Il faut que ça soit sans trace et que ça soit dans une tente de petite taille dans laquelle on ne peut pas se tenir debout, pour citer cet exemple-là. Et une aire de bivouac, si on veut installer une aire de bivouac ou considérer un site comme étant une aire de bivouac, ça va être un lieu propice à cette pratique.
qui va permettre donc de canaliser les flux de bivouaqueurs, potentiellement faciliter la rencontre avec d'autres, avec des aires qui vont accueillir 10, 12 personnes, imaginons, et tout en restant éloigné, ça c'est une dimension qui est extrêmement importante, des prestations de camping. Parce qu'une aire de bivouac, ce n'est pas une aire de camping, et si on s'approche de la définition de camping, ça va créer des contraintes qu'on pourra réévoquer plus tard. Donc les premières questions à se poser quand on veut installer une aire de bivouac, ça va être, est-ce qu'on est en loi montagne ? Quel est le type d'équipement qu'on va mettre en place, quelle va être leur qualification et comment ils vont rentrer dans ces textes de loi. Ça, c'est quelque chose qui a pu être très flou jusqu'à maintenant et qui est en cours de travail d'amélioration. Est-ce qu'il y a des dérogations possibles pour installer les équipements? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un plan local d'urbanisme? Quelle va être l'emprise au sol des équipements? Elle va définir s'il faut faire une déclaration préalable auprès des DDT. Est-ce qu'il faut faire déposer un permis de construire? Voilà, ce sont tous les éléments qui sont primordiaux à considérer en amont du travail pour l'installation d'une aire de bivouac. Et donc le travail qu'on a fait avec l'IPAMAC, c'est de lancer un appel auprès de cabinets d'architecture, un concours pour définir des modèles qui pourraient être ensuite déployés à l'échelle du Massif central. Il y a donc deux cabinets d'architectes qui ont été retenus. Donc vous en avez les images en haut, il s'agit des architectes Pix et Simon Boudvin, et en bas Usus et Zebra 3. Et donc voilà, ces deux modèles qu'on a eu vocation à déployer à l'échelle du Massif central. Le cahier des charges très simplifié pour ces aires de bivouac, c'est une capacité de 20 personnes maximum. Dans les faits, on s'est plus limité entre 9 et 12 personnes, c'était beaucoup plus cohérent par rapport aux besoins réels. Donc c'est un espace pour dormir à la belle étoile, avec potentiellement un abri ou juste des plateformes pour être isolées du sol. Des toilettes sèches, modèle, j'ai écrit modèle selon contexte, voilà, on en parlait tout à l'heure, en effet, s'il y a une grande fréquentation ou s'il y a peu de fréquentation, si la zone est sensible selon la qualité du sol, ça c'est plein d'éléments qui vont faire qu'on va réfléchir à la gestion justement de ces déchets-là. Un foyer pour faire du feu, donc en option, on sait que les gens auront tendance à faire du feu naturellement, selon les territoires également. Est-ce qu'on interdit complètement la pratique? Est-ce qu'on la cadre au maximum? Ça, c'est des choix qui sont faits individuellement par les parcs. Et évidemment, un panneau de règles d'usage et de sensibilisation pour indiquer tous les comportements à avoir et l'identité de ces aires avec une communication commune à l'échelle des aires du Massif central. Et je laisse maintenant la parole à Juliette qui va nous présenter l'exemple concret du Parc national des Cévennes, qui, donc aire de bivouac, qui a vocation à être créée dans les 6 mois à venir. Si tout va bien. Alors nous, au Parc national des Cévennes, on a tout de suite fait le choix, on était dans les premiers parcs à vouloir décliner ces aires de bivouac innovantes dans le Massif central. Donc on s'est tout de suite porté candidat pour essayer d'en installer une. Et le but de tous les projets IPAMAC, c'est qu'un parc essaye, et après ça aide les autres parcs à s'emparer ou non du projet. Donc on fait un peu les tests vivants, quoi. Donc nous, dans les Cévennes, on a choisi de s'approprier le modèle PIX. Donc c'est le modèle avec des simples plâtelages, toilettes sèches et plusieurs modules qui sont pas très hauts. On voulait une espèce de simplicité dans les espaces naturels dans lesquels on allait mettre les aires de bivouac et que ça soit pas trop visible. On a fait le choix aussi de ne pas installer de foyer de feu. Ça c'est tout simple, c'est parce que on voulait pas que le parc national donne l'image de valoriser ou d'inciter à faire du feu. On pense qu'un itinérant peut se passer de faire du feu, peut avoir un repas froid ou peut avoir son propre système. On ne voulait pas inciter à ça. Et puis les événements de cet été nous confortent dans ce choix. Donc nous, il n'y aura pas de foyer de feu. Et puis, on a fait un troisième choix spécifique, c'est que d'autres parcs ont choisi d'essayer de faire porter ça par des structures publiques. Et nous, on s'est dit, on essaye, toujours pareil pour les autres parcs, de trouver un privé, donc un gestionnaire, un propriétaire, qui animerait, qui prendrait à sa charge l'aire de bivouac pour voir comment ça marche.
On s'est dit que ça serait l'occasion que cette personne fasse vivre le lieu avec des services annexes de type apporter le petit déjeuner, louer du matériel de camping, faire des animations le soir, etc. Donc, fort de ces 3 choix-là, on a décidé d'implanter l'aire de bivouac dans les Cévennes. Et donc ça, c'était en 2019. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, on a eu plusieurs voilà. Je dirais pas déboires, je dirais rebondissements. Donc déjà, je vais donner 3... En fait, l'IPAMAC a créé un guide d'accompagnement à la mise en œuvre d'aires de bivouac dans le Massif central. C'est un dossier très complet et je vais l'illustrer en fait avec moi, nous, tous les petites contre-histoires qui nous sont arrivées pour que ça vous soit le plus utile possible. Donc quand on veut installer une aire de bivouac, déjà, il faut trouver le terrain, il faut trouver pour nous la personne qui est prête à porter le projet. Donc ça, je tiens à remercier d'ailleurs le Stevenson et le 5e qui ont beaucoup œuvré à essayer de trouver avec nous des porteurs de projets. Il faut quelqu'un qui ait un terrain propice, donc assez grand, assez agréable, assez isolé, qui soit prêt à assurer le site, assurer l'équipement, qui soit prêt à entretenir les installations, et on parle d'entretenir notamment les toilettes sèches. Il faut trouver quelqu'un qui assure la promotion, la réservation de l'espace, qui évidemment accueille le public, qui sache faire, et qui fournisse ensuite un bilan, qui sache un peu dire comment ça marche à nous et puis aux autres parcs de l'IPAMAC. En échange, évidemment, il a un équipement 100% financé, et puis une activité supplémentaire sur son espace. Donc ça, nous, on l'avait trouvé, on a commencé par le trouver, là où vous voyez la petite punaise où il y a écrit au-dessus de la Malène, donc au Roc des Hortous, dans les gorges du Tarn. On avait trouvé donc les propriétaires, les porteurs de projets. Et en fait, on a du coup fait la demande, et c'était un grand site classé. Donc là, c'était le premier obstacle. En fait, nous, on s'était juste dit, on va pas faire ça en cœur de parc, on va pas faire ça dans un espace protégé. Et en fait, on n'a pas pensé au grand site. Donc le grand site, c'est pas possible en fait d'installer une aire de bivouac dans le site classé. Voilà, c'est les ABF et la DREAL qui nous ont dit que ce serait pas possible, qu'il y avait une protection du paysage emblématique et que c'était une nouvelle création d'activités de camping, que c'était pas possible. Donc, d'où le deuxième point, vérifier la réglementation locale, c'est très important. Donc, on a réessayé de trouver un nouveau site qui soit ni en cœur de parc, ni dans un site classé, ni dans un site protégé de quelconque façon. Et donc, on a trouvé un deuxième lieu qui est vers Bar-des-Cévennes. Là, c'était plus précisément à Saint-Germain-de-Calbert, où là, on était a priori dans un endroit sans protection spécifique. Et donc, le propriétaire, c'était sur le Stevenson, c'était parfait. On a tapé dans la main, on a signé une convention ensemble, on était d'accord sur comment gérer le site, etc. Et puis, il a fait la demande lui-même à la DDT pour installer ses équipements. Il l'a fait à son nom. Et là, on a eu un retour négatif parce qu'en fait, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, ne prévoyait pas de création de camping sur ce terrain-là et sur l'espace, sur la catégorie. Et on n'avait pas pris le temps de prévenir la DDT, de leur expliquer le projet de bivouac. Et donc, du coup, ils l'ont mis tout de suite dans la classification camping. Et il n'a pas été possible de revenir dessus. Donc, on s'est pris un refus, du coup, là, niveau urbanisme DDT. Bon, c'est pas grave, on n'a pas baissé les bras pour autant, on a continué de chercher. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire que des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a un point vert. On a trouvé un site non loin d'ici, à quelques mètres, à quelques centaines de mètres, à Saliège, avec une super porteuse de projet
qui est dans la salle. Et là, on a fait donc toutes les étapes que je vous ai dit. On a vérifié la protection du site, on a vérifié zone inondable, on a vérifié le PLU. C'était un PLU zone agricole. C'était possible de créer une aire de camping. Et on a fait la demande avec la porteuse de projet auprès de la DDT en prévenant la DDT en avance. Et là, après quelques discussions avec la DDT, bien sûr, on a eu une autorisation il y a quelques mois. Donc c'était un peu la fête à l'IPAMAC et au parc. Et on a eu l'accord donc de créer cette aire de bivouac formellement. C'était la première fois qu'on allait aussi loin. Donc si je dois résumer, il faut que le terrain soit pas protégé, il faut que ce soit en application avec la réglementation locale et il faut avoir travaillé avec la DDT en amont. Il ne faut surtout pas leur envoyer la demande sans leur avoir expliqué le projet, forcément vu que ça sort un peu des textes classiques. Voilà, donc on en est à l'étape 4, là, fabrication et installation, et on espère que dans quelques mois, l'aire de bivouac sera installée à Saliège. Merci. Donc l'air, voilà, vous avez une petite photo de là où ça va être installé. Bon, c'est l'hiver, c'est sous les châtaigniers. En quoi ça va consister exactement? Ça va être 3 plattelages. Donc là, les choses que vous voyez vues de haut. Un toilette sèche, un mât qui fait partie du dispositif esthétique et qui sert à accrocher la tente ou ses affaires, et un panneau d'accueil à l'entrée pour expliquer les règles de bonne pratique. Et voilà, expliquer le fonctionnement de la zone. Donc on vous en dira plus cet été, je l'espère. Combien de temps il me reste pour finir? Un petit peu de temps. Un petit peu? Bon, très bien, n'hésitez pas à me dire si je dois accélérer, ça ira assez vite. Du coup, je voulais vous présenter des premières expériences, les premières aires d'éco-bivouac du Massif Central. Donc l'aire de 1000 vaches qui a été installée en 2019, qui est donc la première aire et également celle qui nous offre des retours assez intéressants et assez complets. Donc c'est le modèle PIX comme celui qui a été sélectionné pour les Cévennes, qui a été mis en place à 1000 vaches. À préciser que du coup cette aire, elle est à proximité directe de la maison du parc. Donc il y a des services dont elle bénéficie via cette maison du parc, notamment des toilettes sèches ou l'accueil via l'office de tourisme, etc. Ce qui est un bon avantage pour cette aire et qui est très bien reçu par les usagers. Ils ont mis en place 3 plattelages avec un foyer sécurisé que vous pouvez voir sur la droite de la photo. Et également le bâton dont parlait Juliette à l'instant pour accrocher des supports, ou ça peut également être, on parlait du Stevenson, etc. Ça peut être pour accrocher un âne pour la nuit, choses comme ça. Et voilà, donc on a en moyenne 150 usagers qui sont passés par saison, à chaque fois c'est sur l'été. Et ces chiffres sont constants d'année en année, même en année Covid, ça a été fonctionnel. Et même hors des saisons d'ouverture, en théorie, l'aire de bivouac n'est pas ouverte jusqu'à octobre, etc. Mais je suis allé sur site en octobre dernièrement, et il y avait des gens qui dormaient sur l'aire sans avoir rien dit à personne, ils se la sont appropriés sans aucun problème, donc elle fonctionne bien. Et vous avez également juste à droite l'aire d'éco-bivouac du Morvan, donc qui est à Saint-Brisson, également pas si loin que ça de la maison du parc. Et là c'est sur l'autre modèle, le modèle Usus, et elle est en chantier, elle va se terminer très très prochainement. Et là donc on est sur des modèles un petit peu différents, avec des modules avec une structure en bois qui est un peu plus imposante, mais qui offre un abri quoi qu'il arrive. Et un modèle de feu, un foyer qui devait être inclus dans ces structures-là, mais en fait, au moment du chantier, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus simple de le faire à part. Donc il y aura ces 2 modules-là, plus le foyer à l'extérieur, qui sera également sécurisé évidemment. Et le gros point fort de cette aire de bivouac, c'est que voilà, vu sa structure, elle permet une valorisation du bois local qui est très intéressante. Et après, je voulais vous parler d'autres exemples en dehors du Massif Central, parce que j'essaye d'avoir une connaissance pour ensuite la transmettre à tous les autres parcs de tout ce qui se fait à échelle française. Et on a des très bons exemples hors Massif Central, tels que dans les Ardennes, où eux, ils ont vraiment pris la chose à la base la plus simpliste possible, avec un coût minime,
Là, cette aire de bivouac-là, vous voyez juste des rondins, des petits poteaux pour délimiter, et au final, un foyer au milieu, qui est tout petit, mais avec une dalle béton en dessous pour éviter que les braises s'infiltrent dans le sol. Et peut-être que l'élément le plus important ici, c'est le panneau de sensibilisation et de bons gestes, qui pourrait être une très bonne base pour ce qu'on va faire à l'échelle de l'IPAMAC, avec toutes les consignes pour utiliser le feu, pour la gestion des déchets, pour les toilettes, qu'est-ce que l'aire de bivouac, comment poser sa tente, etc. sur ce site-là. Donc voilà pour cette aire de bivouac des Ardennes. Et ensuite, on a à droite l'aire de Roua dans les gorges de Daluy, où là, c'est une aire qui est à plus grande échelle dans le cadre d'un projet beaucoup plus important, avec des remises en état d'un sentier d'itinérance, avec des ponts qui ont été reconstruits ou retapés à minima. Et donc, cette aire de bivouac, elle a été faite donc avec 8 plateformes, il y a des toilettes sèches, il y a un local avec une place de feu, il y a des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux d'information également sur toutes les règles de vie du bivouac, et évidemment la sensibilisation sur les pratiques et sur le monde nocturne, qui va être un point phare sur ce site-là. Une cabane également pour le garde, et une source d'eau à proximité du site. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'important, mais ça a été possible parce qu'il y avait déjà du bâti sur ce site. Donc on ne considère pas que cette aire de bivouac a été installée en pleine nature. Au niveau législatif, et d'urbanisme, ça a fait une grosse différence. Et donc maintenant, je voulais vous parler des perspectives à l'échelle du Massif central pour 2022-2024. Donc il y a une petite erreur, c'est pas 5 parcs, mais 4 qui sont engagés dans l'installation d'aires de bivouac pour les années à venir. Donc qui sont l'Aubrac, les Cévennes, le Morvan et les volcans d'Auvergne. Et un peu comme on a déjà parlé Juliette, la méthode de travail va un petit peu diverger. On a appris de toutes les expérimentations qu'on a faites avec les Cévennes, avec Mille Vaches, avec le Morvan, et également pour les volcans d'Auvergne dont je n'ai pas parlé, mais il y a déjà une aire de bivouac qui est en projet pour 2023, en plus de celle qui est mentionnée ici. On est parti d'un équipement. Maintenant, l'objectif, ça va être vraiment de partir du besoin. Choisir le site avant les équipements. Donc, on va faire des appels à manifestation d'intérêt auprès de collectivités, d'acteurs publics, privés, pour qu'ils nous disent si oui ou non ils veulent installer une aire de bivouac sur leur site. Et une fois que ce site-là est choisi, vraiment confronté à toutes les règles d'urbanisme, aux services qui seront souhaités à proposer sur l'aire, aux besoins des usagers, et également avec le flux de fréquentation et les enjeux environnementaux qui pourront être présents sur ces sites-là, qui détermineront la présence d'un foyer, le type de toilette sèche qu'on pourrait installer notamment. Voilà, donc ça c'est les 2 premières étapes. Et ensuite, Juliette en parlait tout à l'heure, on a un guide d'accompagnement à l'IPAMAC qui va être mis à jour pour accompagner ces parcs, pour faciliter au mieux l'installation de ces aires de bivouac, et pour avoir une identité, créer vraiment un développement de ces aires de bivouac qui soit le plus uniforme, le plus sensé, et basé sur des valeurs communes, avoir une communication de valorisation de ce réseau d'air. Et on parlait des panneaux, il faut que, voilà, par exemple, que les panneaux soient faits sous le même modèle, sous le même format, par exemple. Voilà. Super, merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention sur la partie bivouac. Bon, on voulait absolument faire un focus là-dessus, c'est pour ça que vous étiez 2 à évoquer ça, parce que c'est sorti beaucoup le bivouac et je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup de questions, mais on les prendra après. On va passer toujours dans cette logique de qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place pour répondre à des pratiques, à des demandes, à des attentes. Alors la malle postale, Pierre-Yves Le Guen, on en a entendu parler depuis ce matin pas mal. Hein, vous avez remarqué quand même, c'est revenu souvent. Alors concrètement, Pierre-Yves Le Guen, la malle postale, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc oui, on a déjà entendu parler de la malle postale aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs à ceux qui nous ont mentionné dans les différentes interventions. C'était pas prévu. Et on n'a rien donné. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire un petit point rapide de ce qu'est la malle postale. Alors, on est
donc une entreprise de transport, hein, transport de bagages, de personnes, de vélos, d'une manière plus générale de service aux itinérants, hein, que ce soit des itinéraires pédestres ou des itinéraires plus spécifiques vélo, hein, cyclotouristes ou des itinéraires vélo plus sportifs. On est basé en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, bien sûr sur le départ de grands itinéraires de randonnée, en particulier le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et bien sûr le chemin de Stevenson. Alors, qui part du Monastier, on est d'accord, mais qui est balisé au départ du Puy-en-Velay. Et c'est ainsi que l'activité de la malle postale a commencé en 2009 autour de l'activité du chemin de Compostelle. Donc on a commencé à proposer nos services de transport de bagages et de personnes sur les différents itinéraires. Je viendrai tout à l'heure sur le détail des différents services que l'on propose sur les itinéraires sur lesquels on opère. Donc, comme je vous le disais, on est basé au Puy, on est une dizaine de personnes à travailler à l'année dans les bureaux du Puy, en distinguant la partie commercialisation des itinéraires, relations avec les clientèles et proposition des devis, etc. Mais aussi une partie un peu plus, on va dire, ingénierie qui permet le déploiement, la mise en œuvre des services sur différents territoires et aussi le déploiement d'outils numériques liés, que ce soit au travail de nos équipes ou aux relations qu'on peut avoir avec nos différents partenaires. La malle postale travaille selon deux domaines différents, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on est une entreprise de transport avant tout, mais on ne va pas rouler avec nos véhicules sur l'ensemble des itinéraires sur lesquels on opère. On va beaucoup rouler dans le Massif central. Hein. Certains d'entre vous, j'imagine, doivent voir nos camions pendant 7-8 mois de l'année rouler. Parfois peut-être un peu vite, on en est désolé. C'est pas des consignes. Mais on ne va pas rouler sur l'ensemble des chemins sur lesquels on opère. On va au-delà j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais au-delà des itinéraires qu'on effectue en direct, on va dire, des services qu'on effectue en direct, on travaille aussi à monter des réseaux de partenaires locaux, des partenaires transporteurs, qui assurent les transports de bagages que nos clientèles nous confient, mais on en assure la commercialisation et également la promotion du coup de l'itinéraire. Je reviendrai également tout à l'heure là-dessus, puisque c'est la manière dont on travaille, entre autres, en particulier sur le GR 736. On a les deux modes de fonctionnement, mais j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. En quelques chiffres, 2022, la malle postale, sur l'ensemble des itinéraires sur lesquels on travaille cette année, c'était près de 160 000 bagages transportés. Alors, ce n'est pas 160 000 randonneurs, mais c'est 160 000 bagages qui ont été transportés, qui ont été soulevés par nos chauffeurs ou nos partenaires. Alors, j'ai pas mis l'ensemble des chiffres ici. Si les territoires sur lesquels on travaille sont intéressés, on peut rentrer plus dans le détail et échanger ultérieurement sur des détails précis relatifs à l'itinéraire. Mais en gros, voilà, 160 000 bagages à raison en moyenne de 5,3 étapes en moyenne pour les randonneurs. Donc, je vous laisse faire le calcul pour savoir à peu près combien de randonneurs nous ont confié leurs bagages cette année. C'est également près de 30 000 personnes alors, qui sont rentrées dans nos véhicules, qu'on a transportés en fait, qu'on a transportés dans nos navettes régulières. Je reviendrai tout à l'heure dans le détail des services, ce qu'on appelle une navette régulière, mais des personnes qu'on a transportées d'un point A à un point B. Soit seuls, soit avec leur vélo. Hein. J'ai également noté qu'on a transporté, ou fait transporter 782 vélos cette année. Alors un chiffre en baisse. Alors les spécialistes vélos, je ne sais pas s'ils confirment ou non cette tendance, mais on a transporté moins de vélos cette année que l'année dernière. Alors évidemment, les 2-3 années qui viennent de passer sont un peu particulières et ne reflètent pas forcément ce qu'est l'itinérance ou ce qu'est la mouvance du vélo. Mais nous, en tout cas, cette année, on a transporté un peu de vélo, moins de vélos que l'an passé. Ça ne se joue pas grand-chose. Hein. De mémoire, on était à 805 vélos transportés l'an passé. Donc oui, ça reste malgré tout dans cette tendance-là. La malle postale, donc, comme je vous disais, on est transporteur, on a des véhicules, hein, on a une trentaine de minibus qui roulent du coup 8 mois de l'année et qui sont conduits par une quarantaine de chauffeurs sur du coup, une grande partie des itinéraires du Massif central. Alors, j'ai mis 50 agences, ce ne sont pas des agences malle postale. Hein. La malle postale, on n'a qu'un bureau, on n'a qu'une agence entre guillemets au Puy, malgré le fait qu'on a des antennes ou en tout cas des bases un peu ailleurs sur notre territoire, mais on travaille avec 50 agences de voyage, Théo, tour opérateurs, sur l'ensemble des itinéraires, pas
que du Massif central, mais à l'échelle nationale. J'y reviendrai également plus en détail tout à l'heure. Et comme je vous disais, on travaille également avec tout un réseau de partenaires transporteurs locaux, ce qui représente environ 300 transporteurs, généralement des taxis ou d'autres types de transporteurs qui sont dans nos réseaux et qui transportent les bagages des clientèles qui nous font confiance. Donc voilà l'implantation de la malle postale sur l'année 2022. On travaille sur plus de 50 itinéraires, qu'ils soient pédestres ou dédiés au vélo. Alors je ne vais pas faire l'ensemble de la carte de France, mais comme vous voyez, on travaille... Alors, les ronds orange ne sont pas proportionnels au flux d'activité. Évidemment, on travaille beaucoup dans le Massif central, sur le chemin de Compostelle, Cévennes-Aubrac, etc. On ne travaille pas autant en Bretagne et Normandie, mais comme je suis breton, je mets quand même des gros oranges partout sur la Bretagne à chaque fois que je peux. Donc voilà, veuillez m'excuser, mais c'est mon côté chauvin qui parle à chaque fois. Je vais donc Bretagne, Jura, Normandie, Jura, Vosges, un peu dans les Alpes également, mais évidemment beaucoup dans le Massif central, qui est la base de notre base. On travaille en particulier ici, comme vous le savez, sur l'ensemble du chemin de Stevenson, sur le chemin de Compostelle, sur le Cosméjean, sur le Tour du Mont-Lozère, sur le chemin de Saint-Guilhem évidemment, j'en oublie certainement, alors pardonnez-moi, sur le GR7 tout à fait, sur le chemin urbain 5, sur la grande traversée du Massif central à BTT, pour ne citer que les itinéraires sur lesquels on travaille ici plus ou moins localement. Et j'en ai peut-être oublié, mais tant pis, c'est pas très grave. En tout cas, évidemment, grosse activité dans le secteur Massif central, sur lequel la plupart des transports sont effectués pour le coup en direct avec nos véhicules et nos chauffeurs. Alors ça peut arriver que ponctuellement on ait à faire appel à des partenaires locaux soit pour nous soulager parce que l'activité est importante. On en a parlé tout à l'heure de la fréquentation importante sur certains itinéraires, en particulier sur le chemin de Stevenson, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut arriver que pour le coup on fasse appel à des confrères pour soulager et pour nous permettre de travailler correctement. Mais la plupart du temps, sur les itinéraires du Massif central, on effectue ces transports en direct. Alors pourquoi il n'y a que ces ronds oranges sur cette partie du territoire et pourquoi on n'en voit pas dans le sud-ouest ou dans les Hauts-de-France pour quelle raison la malle postale va s'implanter sur un itinéraire et pas sur un autre? C'est tout simplement les clientèles qui nous y incitent. Alors il y a deux manières en fait. Soit la raison pour laquelle on a commencé à travailler en Bretagne en fait c'est la Bretagne, c'est parce que je suis breton, oui, d'accord, mais pas que. C'est que on avait des clientèles au départ qui avaient effectué le chemin de Saint-Jacques une fois, le chemin de Stevenson l'année suivante, le chemin de Saint-Guilhem par la suite, et la 4e année nous demandait si on proposait nos services de transport de bagages ou de personnes, par exemple, en Bretagne. Donc la première année, non, on ne travaille pas en Bretagne. La 2e année, on dit tiens, non, on ne travaille toujours pas en Bretagne, mais on va y réfléchir. Et puis la 3e année, on a travaillé à faire en sorte de pouvoir proposer le service en créant des réseaux de partenaires. Donc on s'est implanté en Bretagne parce que des clientèles qui nous connaissaient, qui sont fidèles à la malle postale, qui sont des clientèles itinérantes et qui ont besoin de services sur ces itinéraires-là, nous ont incité à nous pencher sur cet itinéraire-là, sur ces itinéraires et à créer nous-mêmes, à y aller nous-mêmes et à proposer nous-mêmes, à créer nous-mêmes ce réseau de partenaires locaux. Premier moyen qui nous pousse à nous implanter sur nos nouveaux chemins. L'autre vecteur, c'est les territoires, les collectivités territoriales, généralement, les CDT, les CRT, les IPAMAC, par exemple, ou les parcs naturels régionaux, qui, dans le cadre de la mise en tourisme de leur itinéraire ou de la valorisation de ceux-ci, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera un peu plus du GR736, qui, dans le cadre de la valorisation et de la mise en tourisme de l'itinéraire, ont bien conscience que pour que l'itinéraire soit visible, soit développé, soit commercialisé, soit vendu par des agences de voyage, il faut qu'il y ait des services de transport qui soient cohérents et qui soient mis en œuvre et qui donc nous sollicitent pour mettre en œuvre, déployer, puis derrière animer, commercialiser, promouvoir ces itinéraires-là via nos différents supports. Donc soit on y va nous-mêmes parce que les clientèles individuelles nous les demandent, soit
on s'implante sur le territoire du fait que les collectivités, ou en tout cas les acteurs professionnels du tourisme, nous mandatent pour travailler avec eux sur le déploiement de ces itinéraires. C'est d'ailleurs comme ça qu'on travaille sur le RGA 736, entre autres. C'est vrai que nous, cette année, par exemple, on travaille sur l'itinéraire des gorges et vallées du Tarn, sur la première partie, on va dire, entre Villefort et Millau. C'est vrai que comme on travaille sur le Saint-Guilhem, sur le Stevenson, etc., on a nos véhicules qui sont sur place, et on a proposé ces transports-là en direct dès cette année. C'était opérationnel dès le printemps 2022. Et deuxième mode de fonctionnement, du coup on cumule un peu les deux manières de fonctionner. Pour l'année 2023, on travaille à créer un réseau de partenaires sur la partie Millau-Albi pour faire en sorte qu'il y ait une unité globale dans la proposition du service transport de bagages personnes vélo sur l'ensemble de l'itinéraire. Et donc pour 2023, il y aura la première partie Villefort-Millau qui sera effectuée par nos véhicules, et la seconde avec notre réseau de partenaires. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, où je serai ouvert à répondre à certaines questions si vous voulez. Alors avec tout ça, sur tous ces itinéraires, qu'est-ce qu'on propose comme service ? Ce sont des services, une gamme de services assez large qui répond aux demandes des différentes clientèles. Alors depuis 2009, tous ces services n'existent pas. C'est au fur et à mesure et au fil aussi de la fréquentation des itinéraires qu'on a été amené à proposer et à développer de nouveaux services. Évidemment, celui qu'on propose le plus, et en tout cas qui est proposé sur l'ensemble des itinéraires sur lesquels on travaille, est le transport de bagages. Transport de bagages d'hébergement en hébergement, d'étape en étape, d'hébergement en hébergement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle hébergement ? Généralement, ce sont des hébergements touristiques, on va dire, des hôtels, des chambres d'hôtes, des campings, des gîtes d'étape. Nous, on fait du sur-mesure, donc on n'a pas un label malle postale qui est défini. On n'impose pas à nos clients randonneurs d'aller dans tel ou tel hébergement. On transporte des bagages là où ils nous le demandent. Alors, c'est pas toujours possible. Je précisais tout à l'heure les hébergements touristiques, puisque depuis quelques années, avec en particulier Airbnb ou des hébergements issus de plateformes de réservation entre particuliers, comme on peut avoir par exemple sur Booking.com, sur Gîtes de France, sur BNB, des choses comme ça. Les hébergeurs ne sont pas toujours sur place, on n'a pas toujours accès aux hébergements, nous ou nos partenaires, et ce qui du coup est parfois compliqué pour déposer ou prendre les bagages. Donc on travaille généralement avec des hébergements touristiques bien implantés dans l'activité touristique locale, souvent adhérents des offices de tourisme, identifiés comme hébergeurs touristiques, comme la plupart d'entre vous aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Après, voilà. On prend malgré tout contact avec chaque hébergeur, normalement en début de saison, alors il y a peut-être des trous dans la raquette, pour faire en sorte de s'assurer que le service qu'on propose est bien compatible aussi avec leur hébergement. Certains hébergements sont, comme sur les grands itinéraires, comme sur le Stevenson, ça roule, il n'y a pas de souci, parce qu'on transporte énormément, il y a beaucoup de randonneurs qui sont sur le Stevenson, qui nous sollicitent tous les jours, et du coup les hébergeurs nous voient passer tous les jours, sensiblement tout le temps à la même heure. Sur le chemin urbain 5, par exemple, c'est un peu différent. On a une fréquence de passage qui est beaucoup plus irrégulière. Et l'hébergeur dans lequel on va se rendre n'est pas forcément dans son hébergement tout le temps, H24, ou en tout cas dans les heures de passage. Et ça peut être parfois plus compliqué. Donc on essaye, nous, aussi en amont, de prendre contact avec l'hébergeur, ou en tout cas aussi de demander à l'hébergeur implanté sur un itinéraire de nous contacter pour qu'on se coordonne. L'idée, c'est pas qu'il y ait un service hébergement qui fonctionne, qui réponde aux attentes des clientèles, un service transport de bagages qui fonctionne, qui répondent aux attentes de ces mêmes clientèles. L'idée, c'est de faire en sorte que quand même les différents services proposés aux clientèles, aux itinérants, soient un peu coordonnés et qu'on travaille ensemble pour que la demande globale d'un itinérant, d'un randonneur, d'un cyclotouriste soit satisfaite, quoi. Quel autre type de service on propose ? On va y aller crescendo par rapport à la fréquence. Donc on a des navettes régulières alors pas sur tous les chemins. Les navettes régulières nécessitent quand même qu'il y ait un certain volume de randonneurs qui nous sollicitent pour effectuer ces navettes. Pour le coup, on a trois itinéraires sur lesquels on a des navettes régulières: le chemin de Saint-Guilhem, le chemin de Stevenson et évidemment le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Pour parler du chemin de Stevenson, ici on est à Florac, désolé pour le chemin de Saint-Guilhem, mais le principe il est le même. Mais étant à Florac, je m'attarde sur le chemin de Stevenson. On a 2 navettes régulières qui partent d'Alès tous les jours, une le matin, une l'après-midi, qui permettent aux randonneurs de partir d'Alès à 7h30 et d'arriver au puits à midi, de partir d'Alès à 12h30, d'arriver au puits à 17h en desservant l'ensemble ou quasi des étapes du chemin de Stevenson, ce qui permet à chaque itinérant qu'il ait randonné 2, 3, 5, 8, 10 jours de pouvoir revenir à son point de départ ou potentiellement rejoindre une gare pour récupérer soit son véhicule, soit effectivement rejoindre un moyen de locomotion, un transport en commun. Donc 2 navettes dans le sens inverse de la randonnée quotidienne, mais également une navette dans le sens de la marche. Alors ça rejoint également ce qui a été dit tout à l'heure. On a des clientèles qui sont de plus en plus de moins en moins peut-être adeptes de la randonnée. On a peut-être de plus en plus de touristes et non pas de randonneurs. Alors c'est bien pour l'activité, il y a du monde sur les chemins, ça contribue à la promotion des territoires et on parle de l'itinéraire et des territoires. Mais c'est vrai que du coup ça engendre, on en a parlé tout à l'heure, des problèmes aussi de fréquentation et des personnes non initiées qui se retrouvent aussi sur ces itinéraires-là. Nous, alors c'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais c'est comme ça qu'elle est utilisée en tout cas, une navette sens marche qui ramasse, on va dire, les randonneurs perdus, blessés tous les matins, on les récupère le matin dans leur hébergement, on leur fait sauter une étape parce qu'il y a toujours des gens qui sont blessés ou alors il pleut un peu, on veut pas être mouillé, on veut sauter l'étape. Voilà, donc c'est également une navette régulière qu'on propose sur ces itinéraires-là. Au-delà de ces services réguliers, horaires fixes, horaires réguliers, points de départ précis et définis à l'avance, mis sur brochure, etc. On propose également des transports sur mesure à nos clientèles. Je vais moins m'attarder, mais c'est des transports de personnes qui, par exemple, pour essayer sur le Stevenson, qui ont fini leur rando à Florac et qui veulent aller à Millau, par exemple. Donc voilà, on leur propose un transport dit sur mesure en s'adaptant clairement à leurs demandes. Alors c'est généralement des groupes qui nous sollicitent pour ce type de transport, mais pas que. Après, c'est vrai que sur le chemin de Saint-Jacques, on peut par exemple aller chercher des gens à Lyon pour les amener au puits, des groupes d'étrangers qui arrivent en train ou qui arrivent en avion, par exemple, à l'aéroport de Lyon. Ils nous demandent d'aller les chercher à Lyon, qu'on les ramène au puits pour qu'ils puissent effectuer leur rando. Voilà ce type de transport sur mesure qu'on effectue également au fil de la saison sur l'ensemble des itinéraires. En parallèle de ces transports, on fait également du transport de vélo, on est équipé. Alors c'est vrai que Frédéric, certains le mentionnaient tout à l'heure, ça devient plus compliqué aussi, parce que les vélos, c'est plus des vélos Décathlon à 500 €. Donc ça nécessite quand même des investissements de notre part, avec des remorques, des porte-vélos adaptés, du personnel formé à transporter ces vélos-là. Donc ça engendre aussi des problèmes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a transporté moins, parce qu'on est plus vigilant aussi sur la manière dont on doit les transporter. Donc peut-être que les clientèles nous sollicitent moins pour c'est un autre débat. Mais du coup, du transport de vélo qu'on propose également. Du convoyage de véhicules, un service qui est peu connu, mais qui marche bien et qu'on essaye de développer également, qui consiste à prendre le véhicule, à réceptionner le véhicule de notre client au point A, et le temps qu'il fasse sa rando, qu'il marche pendant 8, 10, 15 jours, on a un de nos chauffeurs qui conduit le véhicule et qui l'amène à destination et qui dépose le véhicule, généralement dans l'hébergement dans lequel le client finit sa randonnée. On développe également une boutique, on a une boutique physique dans nos bureaux au puits, mais on expérimente, alors on a expérimenté l'année dernière et des ajustements seront effectués, mais on a une boutique également en ligne sur le site de la Malle Postale, alors qui d'une part propose différents articles de randonnée aux clientèles qui préparent leur rando et qui visitent le site de la Malle Postale en amont, plusieurs semaines, plusieurs mois avant le départ, mais boutique qui peut également rendre service à des randonneurs qui sont déjà sur le chemin de Stevenson et sur le chemin de Saint-Jacques. L'idée, c'est qu'un randonneur qui aurait marché 2-3 jours se rend compte qu'il a cassé un bâton, qu'il a oublié sa cape de pluie ou des choses comme ça. Il peut aller sur le site de la Malle Postale et en 24 heures, on peut lui livrer via notre réseau de transporteurs ou nos véhicules locaux. On peut directement lui livrer des articles sur le chemin.
On a expérimenté l'année dernière, il y a des ajustements, mais c'est en cours et ça fonctionne. Et le dernier service que l'on propose, alors c'est plus un service logistique dédié nous en interne, mais c'est un service qui s'appelle Optimal. Alors, il n'y a pas une faute d'orthographe, hein, c'est un jeu de mots, hein, si vous avez capté, mal, optimal. Un brainstorming énorme hein, dans les bureaux de la Malle Postale pour trouver ça, qui permet donc la mutualisation du service de transport de bagages. Alors c'est moins le cas sur des itinéraires comme Saint-Jacques, Stevenson, Saint-Guilhem, où il y a une forte fréquentation, mais sur des itinéraires, et ça sera le cas sur la partie Millau-Albi du GR 736, il y a des itinéraires sur lesquels le coût du transport de bagages peut être assez rédhibitoire pour certains randonneurs. Sur Saint-Jacques, Stevenson, on est autour de 8-9 € par bagage, par étape, ça reste accessible vu les volumes. C'est vrai que sur des itinéraires sur lesquels il y a moins de randonneurs, on fait appel à comme je disais tout à l'heure, des taxis généralement, qui nous facturent à la course, hein, donc ils prennent le point A, le point B, il y a 25 bornes, multiplié par 2 le tarif préfectoral, et ça nous arrive à 40 € par étape, on va dire. C'est vrai que si c'est un couple ou une personne seule qui veut faire transporter son bagage, ça peut être un frein même à la fréquentation et au fait que ce randonneur aille sur l'itinéraire et fasse cette itinérance. Optimal a donc pour but d'indiquer sur une page dédiée, je vous la montrerai tout à l'heure, d'indiquer à d'autres randonneurs que si vous allez sur le GR 736 entre Millau et Albi du 5 mai au 15 mai en suivant strictement ces étapes, vous ne paierez pas 40 €, mais comme on a déjà un groupe de randonneurs qui est sur cette partie-là, eh ben, le coût des 40 € est divisé entre le nombre de personnes, de bagages précisément à transporter. Je schématise, mais en gros, le principe est celui-ci, et vous l'avez, j'espère, compris. Pierre-Yves, je te coupe, tu es arrivé au bout de ton temps de parole, tu as plein de choses à dire, j'imagine, il y aura des questions. Si tu as un truc à dire, si je te donne 1 minute, tu dis quoi sur ce qui te restait à dire? Alors, vas sur quoi? Déjà, juste, on parlait des clientèles, ça va être très rapide. Donc, différentes clientèles, je n'ai pas de profil spécifique des clientèles qui nous sollicitent. Malgré tout, les clientèles viennent de différentes provenances, soit c'est des clientèles qui nous sollicitent en direct, ou alors qui peuvent être des groupes d'associations, dans la FFRP, etc., ou des clientèles des professionnels du voyage, comme Chamina Voyage, La Pèlerine, Cévennes Évasion, ou évidemment Languedoc Nature. Excuse-moi, Frédéric, j'ai pas mis ton logo, voilà, qui nous sollicitent sur ces itinéraires et qui nous suivent en fait. Excuse-moi, hein, mais c'est vrai que si généralement, et ça sera le cas pour le GR 736, quand on arrive sur un nouvel itinéraire, ces agences-là sont aussi assez friandes hors saison de nous suivre et de nous contacter, dire tiens, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, parce que ça nous intéresse nous de potentiellement monter des produits parce qu'on sait qu'il y a un service de transport de bagages de personnes qui est cohérent, dynamique, coordonné sur cet itinéraire-là, et on peut être assez facilitateur pour ces agences pour créer de nouveaux produits parce qu'ils savent qu'on y est déjà, quoi, en fait. Là, j'aurais parlé de notre outil métier qui nous sert à gérer tout ça, mais c'est pas grave. Oui, tu peux passer. Je t'ai donné 1 minute. Alors. Le système de réservation plus vite, la commercialisation et nos supports qui sont assez variés, notre site qui est visible à 600 000 visites par an, etc. Les différents supports, et donc la minute, je vais la prendre plus tard. Optimal qui permet de mutualiser le service de transport. J'ai beaucoup parlé. Que tu as évoqué tout à l'heure. Et en parallèle, on va finir avec la structure filiale de la Malle Postale qui s'appelle la Malle Développement, qui permet justement au-delà de faire rouler les camions, de créer de travailler sur des développements touristiques et des développements web et numériques. Des développements touristiques dans le sens où, tel que ce qu'on a fait avec le parc naturel régional des Grands Causses ou l'IPAMAC par le passé pour la GTMC, on va travailler sur des diagnostics et sur la mise en place de services sur les différents itinéraires et apporter notre expertise. Et, voilà. Donc là, c'est au service de territoire ou de... Ouais, une sorte d'ingénierie, de conseil au territoire avec des collectivités territoriales pour mettre en place, développer, déployer, communiquer et donc faire la promotion non seulement du service sur lequel on travaille, mais évidemment du territoire d'une manière générale. Et au-delà du fait qu'un service est existant et qu'il apporte la visibilité à un territoire, évidemment derrière, ce qui est intéressant aussi pour le territoire en travaillant sur ce type
de projets avec nous, c'est aussi que derrière, on a des données statistiques qui peuvent être importantes et des données terrain qui peuvent aussi permettre aux territoires, aux collectivités, d'en savoir un peu plus sur les itinéraires, de savoir combien de randonneurs ont utilisé le service de transport de bagages sur tel ou tel chemin, sur quelle portion, à quelle fréquence, quel nombre de jours, tout un tas de données qui évidemment sont partagées en amont et qui évidemment sont intéressantes pour les territoires. Et je suis à 59 secondes et j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup Pierre-Yves. Et je te prie par avance de bien vouloir m'excuser de t'avoir coupé la parole, mais tu sais, je suis tenu du truc. C'est pour ça. Et puis je voulais laisser du temps de parole à notre dernier intervenant qui est à côté de toi, Vincent Biot, donc, qui vient des Causses du Quercy. Originaire de là ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je fais attention, comme il y a un breton, attention, ça vient de partout. Alors Vincent, il vous revient de faire la dernière petite intervention et après on prendra un temps d'échange et de questions avec le public. Oui, je te remercie Vivien pour cette lourde tâche en fin de journée. Donc voilà, je compte sur vous pour tenir le coup. Merci. Un peu d'exotisme, on va quitter un peu les grands causes, un peu les Cévennes, et du coup on va aller très très loin, on va aller sur notre cause, qui est celui des Causses du Quercy. Donc pour pas trop vous perdre non plus. Avec la logique multi-activité, j'ai oublié de le préciser, c'est un point très important. Multi-activité, donc partager une expérience qu'on a mise en place sur les Causses du Quercy. Donc comme ici c'est un territoire karstique, c'est un parc naturel régional créé en 1999, qui est également géoparc mondial UNESCO, donc depuis 2017. Pour son patrimoine géologique et notamment paléontologique. Et donc ce projet de multimodalité qui s'est mis en place, est mis en place dans la vallée du Célé, qui est une vallée entre la vallée du Lot au sud et la vallée de la Dordogne au nord, et dans le cadre aussi d'un dispositif du Massif central, qui est les pôles de pleine nature. Donc là, je pense que je vous ai tous perdu avec tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais j'en rentre plus dans les choses plus sympas et plus concrètes. Donc vallée du Célé. La vallée du Célé, si je prends le petit guide vert Michelin que vous connaissez tous, ils appellent ça le Val-Paradis, pour donner un peu une ambiance. C'est une vallée avec des falaises, avec des corniches, une rivière qui vient depuis le Massif central, donc entre Figeac et Cahors. Et donc la question s'est posée, on est aussi dans une ambiance des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a au sud le chemin le plus fréquenté qui traverse donc notre territoire, la Via 26, et beaucoup de variantes sur notre territoire du parc. Dans la vallée du Célé, on a le GR, nous aussi à 3 chiffres, le 651, qui est une variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc c'est sur cet itinéraire qu'on s'est posé la question de la multimodalité, parce que sur cette rivière, on a du canoë. En parallèle, on a aussi également la vallée du Lot. Donc tout ça s'est installé dans un premier temps, dans ce qu'a pu présenter Benjamin tout à l'heure, je ne vais pas refaire l'historique, mais dans toute la réflexion menée par l'IPAMAC autour de l'itinérance en Massif central. Et donc on a bénéficié, au même titre que les Grands Causses, nos collègues des Grands Causses, d'une étude avec l'agence Kipic, qui a en premier temps mené un diagnostic sur les potentialités de faire de la multimodalité sur notre belle vallée. Donc je ne vais pas revenir sur l'introduction de Vivien en tout début de matinée sur la question de l'itinérance, qui peut se faire soit en linéaire, soit en boucle. Ce qui est à noter, c'est que sur l'itinérance multimodale, c'est une activité par jour, et puis c'est 2-3 activités sur un séjour. On ne s'amuse pas à faire alterner 2 activités dans la journée à nos visiteurs, à nos touristes, à nos clients. Alors, ce premier travail a consisté à identifier déjà les potentielles activités disponibles sur le territoire, la randonnée, le trail, la randonnée en famille, la randonnée avec les ânes, le cheval, l'équitation, le canoë, les VTT électriques également, et le cyclo. Donc tout ça a fait l'objet, par le cabinet Kipic, d'une étude de terrain, de façon à identifier ensuite, en fonction des tronçons, ce qui paraissait le plus pertinent à proposer comme activité. Donc de fait, certaines activités ont été évacuées, comme l'équitation, parce que c'est quelque chose qui est très spécifique. Si on n'est jamais monté à cheval, on ne va pas faire d'itinérance à cheval, parce qu'après, on va passer le reste de ces journées debout, parce qu'on ne pourra plus s'asseoir, de fait. Donc on fera tout en marchant. Donc on s'est concentré plus sur tout ce qui est randonnée pédestre, le canoë et le vélo. Donc ça a donné cette découpe que vous avez devant vos yeux, en fonction des étapes possibles, des activités avec des petites étoiles vertes, oranges, et des médailles qui remportent du coup la victoire sur l'étape en termes d'activité. Donc à l'issue de ce travail-là, les conclusions menées par le cabinet nous a conduit à passer à une deuxième phase, c'est-à-dire qu'en effet le potentiel est présent, et le cabinet Kipic a travaillé que sur la vallée du Célé, sur ce potentiel. Donc le potentiel est là, sur la randonnée, le vélo et le canoë.
Donc on est entré dans le dur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié que c'était possible, c'était pertinent, on a une belle rivière et un beau cause pour faire tout ça, comment on construit tout ça? Comment l'offre de court séjour, on va être sur du court séjour entre 2 et 4 jours, on la met en place. Donc là, c'est un autre cabinet, toujours à l'IPAMAC, qui nous a suivis, c'est le Tilt Conseil, et qui a fait cette fois une diagnostic sur la vallée du Lot, parce qu'on a toujours cette question, est-ce que ce ne serait pas pertinent quand même de faire quelque chose sur la vallée du Lot et la vallée du Célé? Donc une cartographie des itinéraires ont été faits, des questionnaires en ligne. On a évidemment associé tous les socioprofessionnels. En tant que parc, on travaille avec les socioprofessionnels depuis notre création. Donc dès l'étude équipique, les socioprofessionnels étaient impliqués, hébergeurs, prestataires d'activités. Donc du pérage terrain, de l'entretien téléphonique, des choses assez classiques, une analyse iconographique, et puis également les acteurs du tourisme, que sont les offices de tourisme, notre ADT, sur notre territoire. Alors, premier bilan sur la liste des deux vallées, vallée du Célé et vallée du Lot. La vallée du Lot, elle fait l'objet de location de bateaux. Elle est aussi liée à des barrages pour de l'hydroélectrique. Donc, beaucoup de questions complexes, on va dire, en termes de navigabilité, de lâcher d'eau également. Moins attractive aussi en termes de paysage, même si ça reste quand même sympa. Hein. Mais nous avons fait, à cette étape-là, enlever la vallée du Lot de notre réflexion et bien se concentrer sur la vallée du Célé, avec une expérience beaucoup plus immersive, en marge des grands axes touristiques. Hein, je ne l'ai pas dit en introduction, mais comme vous pouvez le voir sur la carte, sur notre territoire, on a Rocamadour. Je ne vais pas présenter Rocamadour. On a Saint-Cyr-la-Popie également, qui a été un des villages préférés des Français pendant une année. Donc voilà, on est ici un territoire qui est assez touristique. Donc l'idée, c'était aussi de créer de l'activité en marge de ces gros pôles touristiques et en lien avec les activités de pleine nature. Donc une expérience multimodale sur 65 km sur la vallée du Célé. Au niveau des cibles de clientèle, deux cibles. On est parti sur la famille et sur les sportifs, en distinguant aussi deux périodes par rapport à la navigation, le canoë. La période de haute eau, donc qui est plutôt sortie de l'hiver, début du printemps. On a pas mal d'eau dans la vallée du Célé. Et on va dire les moyennes eaux, les basses eaux qui vont être dans l'été. Et fin août, souvent là, ces dernières années, fin août, on ne naviguait plus avec les problèmes qu'on a avec le réchauffement climatique et le niveau des eaux qui est bas et le manque de recharge au cours de l'année. Donc sur les familles, on est sur des séjours plus longs, de 3-4 jours, avec des étapes beaucoup plus courtes, on va dire en kilométrage, que ce soit surtout à vélo ou à pied. Et pour les sportifs, la possibilité de faire ça en 2 jours pour ceux qui envoient du lourd, comme on dit, ou en 3 jours s'ils veulent toucher à d'autres activités. Également, en fonction de ces cibles familles, on propose soit 2-3 activités entre ces 2 et 4 jours. Donc ce travail a donné lieu à ces fiches un peu techniques. On a les étapes, le départ, l'arrivée, l'activité proposée, le kilométrage, la difficulté, donc avec un traitement cartographique derrière évidemment. Donc là j'ai pris l'exemple d'un parcours famille entre Figeac et donc exactement c'est Bouziès, c'est Caboret, c'est la confluence de la vallée du Célé avec la vallée du Lot. On ne va pas jusqu'à Cahors. Alors pourquoi Figeac-Bouziès? Figeac on a le train et Bouziès on a une ligne permanente, on en est fiers, donc quotidienne de bus qui relie Cahors à Figeac, donc qui permet soit de retourner à Figeac, de prendre son train, soit d'aller à Cahors également et de prendre le train qui est sur la ligne Paris-Toulouse. Donc la connexion, possibilité de venir sans voiture. Ensuite, comment on traduit ça par un petit livret, 2 livrets qu'on a réalisés. Des livrets pour les sportifs et pour les familles. Et surtout, on travaille avec les offices de tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais y venir, il n'y a pas de commercialisation qui est faite. C'est les offices de tourisme de Figeac et du Grand Cahors qui sont les contacts et qui renseignent pour les clientèles qui veulent préparer ce séjour-là sur les contacts des hébergeurs, des loueurs de vélos, des loueurs de canoës, de façon à ce qu'ils puissent construire eux-mêmes leur offre. On est sur ce dispositif-là. On est aussi donc un petit livret découverte qui permet de caractériser, de personnaliser en fait chaque séjour avec des noms, la Saponnaire, la Lys, le Grand-Duc. On a pris des noms plutôt en lien avec la faune et la flore locale. Et avec un prix de départ, vous pouvez voir en rouge là, à partir de 190 € par personne. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas à un prix fixe, mais on s'engage à un prix minimum. Et donc qui est actualisé chaque année.
Donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a initié ça en 2019, qu'on a fini toute l'étude en fin 2019, et qu'en 2020, vous savez comme moi ce qui s'est passé. Et donc, ça a été un peu compliqué de passer sur la phase de communication, de marketing, notamment avec les agences de voyage, qui, comme vous le savez également, ont dû revoir un peu leur activité. Certains présents ici le savent beaucoup mieux que moi. Donc, cette phase de commercialisation via des agences réceptives n'a pas pu se faire pour le moment, mais est prévu d'être relancée cette année et puis surtout l'année à venir. Donc ça, c'est une étape qui est importante, sur laquelle on va poursuivre. Aujourd'hui également, on a mis en place pour réévaluer en fait. Aujourd'hui, on n'a pas mis d'outils de reporting avec les offices de tourisme. L'information n'est pas visible sur tous les sites, sur notamment un site d'office de tourisme correctement. Donc là, il est nécessaire de remettre tout le monde autour de la table, les offices de tourisme et les sociopros pour voir comment on redynamise tout ça, comment on donne une meilleure visibilité également à cette offre-là. Parce qu'il y a une demande. Voilà, les offices me disent on est appelé, on a des retours, on ne sait pas si les gens transforment, mais on a vraiment une demande sur cette pratique de multimodalité, sur ce format court séjour. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on rencontre un public. Et enfin, voilà, développer quelle communication, parce qu'on n'a pas du tout occupé, que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres, ou même la presse, tout simplement. De fait que, comme je vous le disais, on a initié ça en début de période de Covid, et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, 2020-2021 étaient des années particulières, mais on revient en 2022 des pratiques d'avant. Donc on va voir aussi comment on réadapte cette communication dans un contexte, nous, local, où on a une stratégie touristique départementale qui vient d'être achevée, et nous parc également dans une réflexion autour de notre stratégie touristique. Donc voilà la suite de nos aventures sur les causes du Quercy. Je vous remercie. Bien, mais merci beaucoup à tous les quatre. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, rappelez-vous, on a beaucoup parlé du bivouac au début. Ensuite, on a parlé de beaucoup de services qui peuvent être mis à disposition. Et puis, on vient de finir avec un exemple très concret de qu'est-ce que ça veut dire la multi-activité sur un territoire. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à faire à nos différents intervenants? Oui, il y en a une devant et il y en a une en haut. Allez-y, le temps que le micro arrive en bas, je vous en prie. Présentez-vous juste. Vous avez parlé tout à l'heure, en plus j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Oui, pardon, c'est encore moi. Mallory, donc Carte Cyclo, on édite des atlas et on crée des itinéraires pour cyclo-voyageurs. Donc on est plutôt axé vélo. Et là, l'intervention, enfin justement l'expérience de la vallée du Célé, je la trouve super intéressante. Et puis notamment ce tableau qui a été fait avec la difficulté et l'adaptation des pratiques par petits tronçons. On en avait parlé aussi quand on a fait, on a participé au forum. Forum d'idées, oui. Ouais, donc on en avait parlé. Et du coup, ça me fait rebondir sur le topo qui va sortir en mars. Parce que je ne sais pas si c'est un topo qui est uniquement rando ou bien qui parle déjà de multimodalité, parce que ça, c'est vraiment le genre de choses qui devrait apparaître, être investigué sur ce GRC. Et pour savoir quels sont les tronçons les plus adaptés à quelles pratiques, et que ça puisse être communiqué. Et par contre, pour une sortie en mars, j'ai l'impression que là, le topo, il est déjà bouclé. Donc, est-ce que ça, c'est prévu de faire une analyse sur le terrain pour justement définir les difficultés des tronçons pour toutes les pratiques, ce qui est le plus adapté, et est-ce que ça sortira dans le topo ou ailleurs? Ok, je prends la question. Je n'ai pas la réponse à vous donner. Je ne pense pas qu'il y en ait parmi vous qui l'ait. Ce que je fais, je prends la question. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut répondre à cette question-là et qui peut y réfléchir, pendant ça, je vais prendre une autre question. Mais vous parlez donc du topo qui va sortir au printemps et qui concerne le GR 736, très précisément, la prise en compte du vélo. Est-ce que quelqu'un peut répondre? On prend une autre question et puis je cherche la réponse entre-temps. Oui, allez-y. Une autre question, c'était pour pousser un tout petit peu plus loin le témoignage de la malle postale, parce qu'on partage aussi des choses et nous, dans les réunions de secteur, ce qu'on a entendu, c'est que les bagages étaient de plus en plus volumineux et lourds. Vous pouvez nous dire un peu quelque chose là-dessus? Tu peux nous dire? Donc, c'était une intervention d'Anne-Chrétienne Nourry que vous avez vue tout à l'heure avec sa petite pelle. Qui arrive.
Ouais, c'est vrai, oui, c'est un gros souci qu'on a peine à résoudre de notre côté aussi. Oui, alors nous, clairement, on limite le poids des bagages des clients qui nous sollicitent à 13 kilos. C'est marqué sur tous les supports et sur toutes les correspondances qu'on peut avoir avec nos clientèles. C'est un sujet quotidien, et encore 2 jours avec mes collègues ici et les autres au bureau, on en a encore parlé. Ouais, on sait. Du fait aussi que les itinéraires deviennent populaires, de ce que tu disais tout à l'heure, la commercialisation et la visibilité de ces itinéraires, ça amène aussi d'autres personnes qui arrivent avec leur vie pour passer une nuit dans un gîte d'étape. Et c'est compliqué, le sèche-cheveux, le pêche-fer à repasser. Mais c'est vrai, on se retrouve avec des... Non, mais vous rigolez, mais c'est pas drôle. C'est complètement la réalité Alors, j'exagère avec le fer à repasser, mais clairement, pas avec des bagages, non pas cabine, mais des valises énormes qui font parfois 30 kilos. Ouais. Ok, merci Pierre-Yves. J'ai trouvé la réponse sur le topo du GR 736, ou des indications. Josiane Pertu. Oui, en effet. Donc le topo guide, c'est un topo guide qui est édité par la Fédération française de randonnée et qui est finalement un document assez classique comme on le retrouve pour tous les autres GR. Donc il n'y aura pas forcément des indications particulièrement précises sur la multi-activité. Après, rien ne nous empêchera de déployer des outils qui justement mettront en valeur cette multi-activité, notamment le site internet et des applications éventuelles. Ok, Josiane. Dans le GR, on est sur un document quasi entre guillemets très officiel ou très normé qui est géré par la Fédération française de randonnée pédestre. Ok. Une autre question, une autre remarque. Oui, là-haut, madame. Attendez, on vous passe le micro, présentez-vous. Alors, Nicole, Covebiac. Bonjour Nicole. Bonjour. Moi-même, je ne représente rien. Vous représentez Nicole, c'est énorme. J'habite juste la zone. Non, par rapport au bivouac, oui. Je me posais des questions. Pourquoi aménager, en fait, la notion de bivouac, c'est quelqu'un qui se balade et qui reste à proximité du chemin et il plante sa tente. Et je me demandais pourquoi aménager, pourquoi encore la notion d'aménagement, à part que peut-être aménager sur des zones blanches, en fait, comme on appelle, parce qu'il n'y a aucun hébergement et que ça fait des étapes énormes. Et là, par contre, on parle par exemple, à proximité de maisons de parc ou tout ça, je ne vois pas trop... Ok. Votre question est intéressante. Allez-y, essayez de nous répondre à ça. Le pourquoi du comment. Je vais faire plus qu'essayer. En fait, le problème de ces premières aires de bivouac, quand on était dans la première expérimentation, c'est qu'on a fait face aux contraintes d'urbanisme. Et donc, le fait de mettre des aires de bivouac à proximité de maisons de parc, ça permettait de faire ça en continuité de bâti, et donc de se passer de ces contraintes qu'on avait, d'éviter ces contraintes qu'on avait en aire naturelle. Donc évidemment, à terme, l'objectif des aires de bivouac, c'est d'être en itinérance sur des sites en pleine nature, et donc qui vont permettre de pallier ce manque d'hébergement sur des sites où il n'y a absolument aucun hébergement. Est-ce que ça répond à la question? C'est pas mal. Je comprends la problématique d'urbanisme qui est très compliquée. Attendez, on va vous passer le micro parce que sinon on ne vous entend pas. Vous comprenez donc la contrainte, oui? Oui, la contrainte de l'urbanisme, c'est vrai, mais de toute façon, la loi, est-ce qu'elle va évoluer là-dessus? Parce qu'en général, les lois, elles évoluent beaucoup plus lentement que... Le problème, c'était pas tant la loi, c'était notre manière d'aborder la chose. C'est-à-dire que là, on a un cas un petit peu de jurisprudence, entre guillemets, avec le Haut-Jura, où ils ont pris contact directement avec les DDT qui vont être concernés par l'aire des bivouacs, et également avec le ministère de la Transition écologique, pour arriver à faire rentrer dans la loi montagne, en fait, à qualifier les équipements pour que ça ait une place dans la loi montagne, et qu'aujourd'hui, la notion de bivouac, juridiquement, n'existe pas. Une aire de bivouac, ça n'existe pas non plus. Donc c'était ça qui était vraiment compliqué. Donc il faut arriver à vraiment faire comprendre ce qu'est une aire de bivouac, quelles sont sa vocation, comment on qualifie les équipements, et à partir de là, on arrive à travailler efficacement si on a fait tout le travail en amont, comme pouvait en parler Juliette également tout à l'heure. Donc la loi, elle va peut-être évoluer, vu qu'on va inscrire des notions qui n'existaient pas avant, si on arrive à aller jusque-là. Et on pourra de fait installer des aires de bivouac facilement en prenant en compte tous les principes que j'ai présentés également, avec des aires de bivouac simples qui partent
d'un besoin minimal et selon le site, adapté selon les besoins et les enjeux. Ok, Benjamin, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui, au milieu. Le temps que le micro vous arrive, je vais juste vous raconter un truc. J'ai un consultant avec des cheveux blancs. Quand on regarde l'histoire du tourisme, quand on regarde le début des années 50, sur la côte en bas, il n'y avait pas de camping. Ça n'existait pas. Et quand on lit les comptes rendus à l'époque de conseils municipaux, de choses comme ça, il y a des réflexions exactement comme ça. Dire, mais pourquoi on aménagerait des campings? Les gens, ils font du camping un peu là, ils se débrouillent au bord de la plage, dans les pinèdes, dans les trucs, etc., etc. Donc oui, il faut faire attention finalement quand il commence à y avoir de la fréquentation, du monde, un usage, etc. D'essayer d'encadrer un petit peu la chose, de l'aménager le mieux possible. Alors, est-ce que le micro vous est arrivé entre-temps? Voilà, super. Donc moi c'est Timothée, je travaille pour le Centre Nature Osca à Lacanourgue, donc de l'autre côté du Causse. Nous on a une particularité, c'est qu'on travaille essentiellement avec des publics de scolaires ou colonies de vacances. On a des sollicitations justement autour de séjours itinérants. Et donc se pose la question de savoir quels moyens on a, nous, de proposer des prestations comme celle-ci. Est-ce que la notion de bivouac, du coup, reste tolérée, justement, en dehors d'aires aménagées? Et si ce n'est pas le cas, auprès de qui on doit se renseigner et valider le fait de s'arrêter une nuit à tel endroit avec un groupe de 10 à 20 personnes, admettons. Ok, donc vous voulez partir avec un groupe de 10 scolaires et vous voulez savoir si vous pouvez vous arrêter là, faire du bivouac. Par exemple. Là. Le là est très... Le là. Qui peut répondre à ça? Alors, sur l'aspect, en fait, par rapport à votre question, il y a la question de la DRAGES, en fait, la direction régionale, alors que c'est l'ancienne TDCSPP, voilà. Donc déjà, c'est ça, parce que vous êtes en séjour avec des enfants. Déjà, c'est la première chose, mais ça, vous savez, c'est votre métier mieux que moi, j'imagine. Donc une fois que, en fait, je pense que sur l'entrée enfant, c'est le premier frein, il est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un feu vert de l'autorité de compétence, à partir du moment où vous faites du bivouac, où vous avez l'autorisation du propriétaire, vous posez donc une tente, et l'aspect sanitaire, tout ce que vous connaissez aussi avec les enfants. On n'est pas dans le cadre de la loi, mais on n'est pas dans le cadre du bivouac tel qu'il est. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup, ça se fait. Il y a des éducateurs qui emmènent des enfants sur les hauts plateaux, par exemple dans le Vercors, qui ont le droit de le faire. Donc, vu votre question, elle rejoint un peu ça. Maintenant, si votre question, c'est de savoir est-ce que le cadre présenté par Benjamin, réglementaire, peut éventuellement vous obliger à y rentrer dedans, je pense que c'est un peu tôt pour y répondre, vu ce que tu dis sur la loi montagne. Mais par rapport à votre question, je pense plus par rapport au service de l'État dont vous êtes dépendant. C'est plus eux qui vous donneront le feu vert, en respectant les conditions que c'est, comme je disais à l'instant. Donc, sous couvert du respect des spécificités de l'accueil d'enfants, dans ce cas-là, par exemple, si monsieur se met en relation avec un agriculteur, par exemple, lui demandant s'il peut, sur son champ lambda, passer une nuit de telle manière avec son groupe, ça ne pose pas dans l'absolu de problème. Ok. En respectant, Juliette, en regardant aussi si on est dans une zone protégée ou classée, parce qu'il y a des règles de bivouac en fonction aussi des périmètres. Donc la logique qui aurait à suivre, ce serait de regarder d'abord où on veut aller, se renseigner sur est-ce que c'est en cœur de parc national ou est-ce que c'est dans un site classé. Si oui, regardez les réglementations de ces sites. Sinon, là, avoir l'accord du propriétaire, parce que le bivouac est autorisé partout, tant qu'on n'est pas sur une propriété privée. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a une autre question tant qu'on est sur le bivouac là? Tout le monde veut aller bivouaquer ou quoi? Si moi j'ai une question sur le bivouac. Allez, je l'ai marqué. Vous avez beaucoup parlé tous les deux d'ailleurs des possibilités de partenariat avec le privé pour trouver un terrain, etc., etc. Un privé, vous avez dit qu'il s'engage à certaines choses, etc. Quel est le modèle économique qui peut pousser un privé à dire ah ben oui, moi je le fais ça? Est-ce qu'il y a un modèle économique? Est-ce qu'il y gagne quelque chose? C'est justement ce qu'on essaye de tester, en fait. On n'a pas encore de retour d'expérience parce qu'on n'a pas réussi à installer une aire jusqu'à présent. Mais on essaye de voir si, justement, en ayant déjà une activité d'hébergement ou pas, et en proposant des services annexes, c'est quelque chose d'intéressant pour les porteurs de projets. Jusqu'à présent, ceux qu'on a embarqués avec nous, c'était plus des gens qui voyaient beaucoup de monde passer devant chez eux. Qui avaient des envies de bivouac, qui avaient des besoins de bivouac et qui se sont dit mais pourquoi je les accueillerais pas chez moi
Voilà, c'était plus ce constat-là qu'un envie d'en faire... Oui, pas d'en faire un métier ou une chose comme ça, mais métier, vous avez employé le mot service, du coup c'est intéressant. Oui, c'est de se dire, peut-être à côté de ça, je peux proposer des services ou je peux proposer la découverte de produits de tiroirs que je fabrique. Si je suis un agriculteur, par exemple, je peux peut-être vendre mes fromages. C'est cette idée-là qui est latente. Oui, c'est ça, c'est petit déjeuner, animation nocturne, location de tentes, de matelas, location de... Et pour compléter, parce que j'en ai pas parlé pendant la présentation, c'était écrit sur le diapo, cela dit, le bivouac en soi, intrinsèquement, ne doit pas être payant. Ça fait partie de la législation qui fait que si on fait payer pour une prestation de bivouac, on rentre dans la définition du camping et donc on fait face à tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc on peut avoir ces services-là qui viennent apporter c'est plus du bivouac si on paye. Mais en soi, le fait de bivouaquer ne doit pas être payant. Ok. Je complète juste... Oui, non, mais comme ça, je monte, comme ça, le micro, il va, en fait. Mais allez-y, Juliette. Ça n'empêche pas pour autant de mettre un système de participation libre. Voilà, on ne veut pas de tarification, en fait, mais ça n'empêche pas de demander une compensation, de demander une participation. Ok. On voit ça beaucoup dans les pays d'Europe du Nord, d'ailleurs. Oui, monsieur, allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour, Sylvain Riols, centre d'activité de pleine nature. Donc, pour continuer sur la problématique du bivouac, tout à l'heure, vous avez parlé notamment du Roc des Ortoux avec le frein qui était posé par le grand site. Et donc, si je me replace dans l'itinéraire du GR 736, donc sur toute la zone des Gorges du Tarn qui va traverser le grand site, on peut donc imaginer qu'il n'y aura aucune aire de bivouac qui seront créées à cet endroit-là. On est doublement intéressé par ça parce que nous, on a beaucoup de place, mais en fait, parce qu'on accueille beaucoup de monde, et je ne vais pas dire qu'on est squatté par le bivouac, mais c'est un problème récurrent et qui, de plus en plus, tous les ans, on a le matin, on découvre des campeurs qui se sont posés à droite, à gauche, qui allument des feux aussi. Voilà. Ok, merci. Oui, très intéressant. Juliette ? Il y a quelqu'un dans la salle qui travaille pour le grand site. Je propose qu'il réponde directement. Alors, où est-il ? Où se cache-t-il ? Bonjour, merci. Vincent Bayron, donc chef de projet Grand Site à la communauté de communes Gorges-Cossévennes. Donc, pour compléter les propos, c'est bien en site classé que le bivouac est interdit. Enfin, le Grand Site, c'est le projet territoire, mais on parle bien de l'outil réglementaire site classé. Et donc, par rapport à cette question-là, les services de l'État, donc l'ADREAL, est assez ferme sur le sujet du bivouac. Et il est interdit en site classé, donc sur le périmètre site classé d'Ispagnac au Rosier. Donc il n'y aura pas. Donc la réponse est il n'y en aura pas, du coup, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Notre point, on a encore 1 minute ou 2 pour une question sur autre chose. Tant que ça arrive, moi j'ai une question pour... Oui, madame. On va vous remettre le micro, du coup, qui va revenir. Le micro, allez-y. Allez-y. Par rapport au bivouac, justement, dans les gorges, il y a quand même la problématique, puisqu'on parle des ailes de saison, où il y a des périodes, les gens ne savent pas où aller dormir. Donc, je veux dire, là, ça met une espèce de frein. C'est vrai que ce n'est pas une super fréquentation. Mais moi, je me suis retrouvée avec des gens qui ne savaient pas, voilà, quoi. Ils avaient une tente, ils n'allaient pas, tout était fermé. Vous faites quoi ? Voilà. C'est effectivement, j'en ai parlé ce matin quand je faisais le bilan des forums d'idées, de dire oui, c'est bien joli de faire de la toute saison, mais il faut pouvoir manger, dormir, etc. Voilà, donc après, sur le 736, c'est un frein à certaines périodes. Vous n'avez rien. Ok, c'est bien noté. Oui, une question en bas. Oui, Vivien, pendant les ateliers, on avait quand même abordé des potentiels à étudier pour solutionner ces difficultés, à implanter des aires de bivouac en site classé. Et à plusieurs reprises, on a évoqué la possibilité au niveau de l'urbanisme de se placer sur les points d'accueil jeunes, où je sais notamment le centre OSCA, et il y a pas mal de centres d'activité qui accueillent déjà des groupes en bivouac le long du linéaire. Et donc, voilà, pour dire qu'il y a quand même des pistes pour lever les freins aux fonciers. Oui, c'est-à-dire d'insérer des zones de bivouac dans des structures ou des hébergements qui sont déjà... Non, là, c'est des parcelles où, au niveau urbanistique, il y a déjà la fonctionnalité d'accueil de public qui existe, mais c'est des sites identifiés qui sont soit utilisés, soit pas du tout.
Et après, il y avait aussi l'envie éventuellement de se rapprocher, d'inciter d'autres privés pour prévoir peut-être au sein même d'un camping un espace à part dédié à une autre pratique qui serait peut-être pas du bivouac de puristes, mais en tout cas qui pourrait solutionner et désengorger, répondre à une certaine attente. Ok. À ce point, sinon, moi j'ai une question pour Pierre-Yves Le Guen. Pierre-Yves, beaucoup de services ont été cités tout à l'heure, là, dans ce que tu évoquais, dans l'évolution des services développés par la malle postale suite à la demande des clientèles. Alors, je ne sais pas si tu as le droit, si tu en as un ou pas, mais j'avais une question qui était, est-ce qu'il y a un futur service qui est dans les tuyaux à la malle postale, de se dire, ça, demain, c'est quelque chose qu'on veut créer, qu'on va peut-être créer. Peut-être tu ne peux pas le dire, peut-être il n'y en a pas, je ne sais pas. Oui. Oui, voilà, il y en a un. Merci Pierre-Yves Le Guen. Ça, c'est les Bretons. Vous voyez, voilà. Merci les Bretons. Et non, donc, on connaît les clientèles, on les a tous les jours au téléphone et on connaît aussi les territoires pour travailler avec eux sur la mise en place de services. Donc oui, on identifie des attentes et des clientèles et des territoires. Et oui, alors il n'y a pas de choses qui sont concrètes et qui sont en déploiement. Malgré tout, on travaille sur des projets numériques qui permettraient de faciliter l'organisation d'une itinérance. C'est suffisamment vague pour faire une réponse et non précis pour divulguer un secret d'entreprise. C'était tout à fait le but, ouais. Voilà, c'est ça. Bien, est-ce qu'il y a une dernière question avant que l'on conclue ce colloque? Où est-ce qu'on conclut ce colloque? Ben, très bien, ben, merci beaucoup à tous les quatre. Je vais vous inviter à nous quitter. Je vais appeler Josiane faire plus sur scène. Merci beaucoup à tous les quatre. On avait dit qu'on finissait à 16h30. On est comment là? On n'est pas trop mal. Et Josiane, je vais vous passer la parole pour le petit mot de fin. Si vous me permettez juste, comme je vais disparaître de la scène, de vous remercier à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui, de remercier tous les intervenants, de vous remercier, Josiane, de m'avoir confié l'animation de cette journée. Et moi, je voudrais remercier, parce que je suis dans la lumière, mais je ne mérite pas tout, et je voudrais remercier tout particulièrement quelqu'un de votre équipe qui s'appelle Audrey Roranger, qui est en bas ici, qui a énormément travaillé sur ce colloque à l'organisation de tout. Merci à toutes et à tous. Josiane, je vous laisse conclure, je vous laisse prendre un micro. Oui, ben, c'était justement pour faire un peu tous les remerciements, donc en particulier à la communauté de communes Gorge-Cévennes pour son soutien permanent et aussi pour la mise à disposition de cette magnifique salle de la Jeunette Verte et de son équipe particulièrement compétente qui nous a beaucoup aidé dans la mise en place de ce colloque. Bien sûr, la région Occitanie pour la contribution financière qui nous a été allouée dans le cadre du programme d'action Grand Site Occitanie Gorge du Tarn, pour la tenue des forums d'échange et pour le colloque. L'ensemble des intervenants qui sont pour certains venus de loin, qu'on a accueillis hier soir et qui, j'espère, qui ont fait de cette journée une réussite. Vraiment encore merci. Vivian, merci à toi du cabinet 4V. Excellent animateur. Voilà, ta perspicacité, ton professionnalisme, merci, vraiment. Notre partenaire de toujours, le Parc national des Cévennes et puis le Parc naturel régional des Grands Causses. Les élus des communes et des communautés de communes, de notre comité de direction pour leur participation et leur soutien. J'espère que je ne vais oublier personne avec toute cette liste, mais c'est le risque. Les professionnels du tourisme qui, par leur présence, ont démontré vraiment leur intérêt pour le sujet de l'itinérance et l'opportunité qu'elle représente pour elles. L'ensemble de nos partenaires institutionnels avec qui nous allons essayer de continuer à travailler ensemble sur cette thématique majeure aux côtés de l'ensemble des professionnels du tourisme. Et enfin, les équipes techniques des 3 offices du tourisme, alors quand même avec une mention spéciale pour l'équipe de l'agence d'attractivité touristique pour votre investissement et aussi une mention encore plus spéciale pour Audrey Oranger pour cette coordination de maîtres que tu as réussi, qui nous a finalement tous apaisés dans l'organisation de ce colloque.
Merci à l'Office du tourisme mis au Grand Cos pour avoir organisé aussi ces navettes. Et merci pour votre participation à tous. Voilà, et merci à ce que j'aurais pu oublier.